Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Horreur de la guerre, les ombres de Bedzin. Quand j'étais jeune, ma grand-mère me racontait des histoires sur sa jeunesse. Quand j'avais environ 14 ans, elle m'a parlé de l'époque où elle et mon grand-père vivaient dans une ville polonaise appelée Bedzin. Elle décrivait Bedzin comme une ville pittoresque. C'était là qu'elle avait rencontré mon grand-père pour la première fois, qu'ils s'étaient mariés et qu'ils avaient prévu de passer le reste de leur vie. Leurs aspirations à une vie normale ont été brutalement anéanties en septembre 1939, lorsque les armées d'Hitler ont envahi le pays. En 1940, leur ville natale bien-aimée avait été transformée en un ghetto insalubre où mes grands-parents étaient contraints de travailler dans des usines d'armement allemandes. À la fin de l'année 1940, mes grands-parents ont réalisé que le nombre de travailleurs diminuait de jour en jour et ont décidé qu'il était temps de partir. Dès qu'ils en ont eu l'occasion, ils ont rejoint 6 autres personnes qui se cachaient. Ils ont été accueillis dans une bibliothèque locale où beaucoup d'autres personnes se cachaient, semble-t-il. La bibliothèque avait un grenier où mes grands-parents pensaient que certains se cachaient, mais on leur a dit qu'ils resteraient au sous-sol avec les 6 autres. Le sous-sol se trouvait derrière une vieille bibliothèque qui cachait une petite porte juste assez grande pour qu'un adulte puisse s'y faufiler. L'espace était composé de 2 pièces, l'une avec quelques lits de camp et l'autre remplie d'empilements de livres. Ils sont restés dans ces 2 pièces pendant des années, vivant dans le secret, sans jamais s'aventurer hors de cette trappe. Le bibliothécaire leur apportait chaque soir de la nourriture et de l'eau, ainsi que de nouveaux livres. Ils ont vécu dans une paix relative pendant ces quelques années, à l'exception du bruit occasionnel de la guerre qui s'infiltrait à travers le bois mince au-dessus de leur tête. Finalement, la guerre les rattrapa. Le bibliothécaire avait cessé de leur apporter de la nourriture, du combustible pour leurs lanternes et de nouveaux livres. Il n'y eut aucun avertissement, seulement une forte explosion, une secousse semblable à un tremblement de terre, et le bruit du verre brisé et des débris qui tombaient. Ils avaient commencé à rationner le peu de nourriture qu'il leur restait, même si le bibliothécaire leur avait toujours apporté suffisamment de provisions pour tenir jusqu'à la nuit suivante, lorsqu'il reviendrait. Après une longue journée passée dans le sous-sol de 2 pièces, la nourriture était épuisée, et ils décidèrent qu'ils préféreraient affronter les nazis plutôt que de rester là et mourir de faim. Ils avaient essayé la porte, mais elle était bloquée. Ils ne savaient pas si c'était la bibliothèque qui se trouvait juste devant ou si le bâtiment s'était effondré et que les débris bloquaient la porte. Mais lorsqu'ils ne purent ni ouvrir ni enfoncer la porte, certains membres du groupe commencèrent à paniquer. Finalement, ils retournèrent tous à leur lit de camp, abattus et sans espoir, se demandant s'ils sortiraient un jour du sous-sol. Leur sauveur était devenu leur damnation, et ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir. Au bout de 2 jours environ, le toit commença à fuir. L'eau était fétide et brune, mais ils n'avaient d'autre choix que de boire ce qui semblait être un flot inépuisable. L'eau les avait maintenus en vie, mais elle avait également commencé à provoquer des symptômes de maladie chez ceux qui la buvaient. Alors qu'ils buvaient, mes grands-parents ont montré des signes d'inquiétude. Ils avaient essayé de convaincre les autres d'attendre qu'ils les filtraient et bouillis à la chaleur de la lanterne, mais ils avaient tellement soif qu'ils ont ignoré leur avertissement et ont bu directement à la fuite. Pendant que mes grands-parents purifiaient leur propre eau, les autres étaient devenus anxieux, confus et agités, se grattant constamment pour soulager une démangeaison qui semblait ne jamais cesser et qui envahissait tout leur corps. Ils avaient bu cette eau pendant 2 jours, et les symptômes des autres s'étaient aggravés au cours de cette courte période. C'est au 3e jour que les autres ont commencé à souffrir de la faim. L'une des personnes, une jeune femme d'une 20aine d'années, dénommée Cecilia, s'est jetée sur une vieille femme appelée Agatha. Presque instantanément, les autres se sont joints à elle et se sont jetés sur la pauvre vieille femme. Ils l'ont déchiquetée avec leurs dents et leurs ongles, lui ont mordu la jugulaire et ont aspergé le sol de sang.
Mon grand-père a attrapé ma grand-mère et l'a tirée dans la pièce voisine qui était remplie de livres et d'un seul lit de camp qu'ils avaient déplacé peu après leur arrivée. Sachant qu'il finirait par se désintéresser de la vieille femme, mon grand-père a commencé à empiler les livres contre la porte. En moins de 10 minutes, des centaines de livres qu'ils avaient accumulés au fil des ans étaient empilés contre la porte et ils ont enfin pris conscience de ce qui venait de se passer. Mon grand-père a pris ma grand-mère dans ses bras alors qu'elle pleurait et a essayé de la consoler, même s'il ne savait pas comment. Il était tout aussi effrayé qu'elle et ne savait pas comment les sortir de là. Le bruit écœurant des os mâchés et croqués avait cessé aussi soudainement qu'il avait commencé, ne laissant que le bruit des pleurs de ma grand-mère et celui de pas sans but provenant de l'autre pièce. Tout à coup, les pas s'arrêtèrent. Ma grand-mère cessa de sangloter et retira sa tête de la poitrine de mon grand-père, tandis qu'ils écoutaient anxieusement si les pas allaient reprendre. Ils restèrent assis dans un silence absolu pendant plusieurs minutes, seule la faible lueur de la lanterne leur apportant un peu de réconfort. Ma grand-mère soupira en essuyant ses larmes, et dès qu'elle eut fini, elle entendit des pas rapides. Ils sursautèrent tous les deux lorsque quelque chose de l'autre côté heurta violemment le mur. Ils entendirent un autre fracas, puis un autre, jusqu'à ce que le bruit du bois qui se fendit s'y ajoute. Avec un autre fracas, un morceau de bois fut projeté du mur, et une grande fissure traversa le mur jusqu'au sol. La faible lueur de la lanterne de l'autre côté du mur brillait à travers le trou. Et bien qu'ils attendirent un autre fracas, celui-ci ne vint jamais. Après ce qui sembla être des heures passées assises à attendre un autre effondrement, ma grand-mère décida de se lever et de s'approcher du trou dans le mur. Il était juste assez grand pour y passer un doigt et offrait une vue partielle de la pièce voisine. En regardant à travers le trou, elle vit une masse de corps allongés les uns à côté des autres, leur poitrine se soulevant et s'abaissant. Elle baissa les yeux et vit un autre corps, allongé sur le sol, avec une entaille dans la tête et un petit filet de sang coulant de ses yeux désormais fermés. C'était Cecilia. Elle s'était fracassé la tête en se précipitant contre le mur. Tout au bout de son champ de vision, elle pouvait voir un bras. Rien d'autre, juste un bras. Le bras était ridé et pâle, il manquait quelques parties et était couvert de marques de morsures là où il restait encore de la peau. Elle s'éloigna lentement du trou et s'assit sur le lit du camp, retournant dans les bras de mon grand-père. Cette nuit-là, mon grand-père éteignit la lanterne dans leur chambre, voulant économiser le combustible le plus longtemps possible. À travers le trou dans le mur, elle pouvait voir la faible lueur de la lanterne de l'autre pièce. Elle se leva et regarda à nouveau à travers le trou, mais ne vit rien de différent. Les autres dormaient toujours en tas et les deux corps étaient intacts. Elle regarda à nouveau le tas où les autres dormaient et vit qu'il n'y en avait plus que 3. Elle eut le souffle coupé et recula. Elle savait qu'il devait être 4. Ils étaient arrivés avec 6 autres personnes. 2 étaient mortes, alors où était la dernière? Elle regarda autour d'elle, mais ne vit rien. La lanterne se mit à vaciller, et sa lueur commença à s'éteindre, mais elle continua à examiner la pièce. Alors que la lanterne rendait son dernier souffle, elle aperçut une ombre dans le coin, debout, qui la fixait. Elle observa l'ombre jusqu'à ce que la lanterne s'éteigne quelques secondes plus tard. Ma grand-mère ne m'a jamais raconté ce qui s'était passé après ce moment. Juste qu'ils avaient tiré sur le bois pourri au-dessus d'eux, étaient sortis du sous-sol et avaient vu un grand tas de rats morts près d'un tuyau cassé qui crachait de l'eau. Au moment où ils s'étaient échappés, les Russes avaient libéré Bedzin et les avaient affranchis du joug nazi. Ma grand-mère ne pouvait plus voir sa ville natale de la même façon après s'être échappée du sous-sol. Alors mon grand-père a acheté une maison dans un petit village en Bosnie. C'est là qu'ils ont élevé ma mère et que ma mère m'a élevé. Ma grand-mère les appelait les ombres du Bedzin, un nom qui lui semblait approprié. Je suis d'accord, ces gens n'étaient plus humains. Ils étaient porteurs d'une maladie horrible, ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Je vous dis ceci parce que je me trouve aujourd'hui dans une situation similaire.
Nous sommes en 1993 et je me cache pour échapper à l'organisation paramilitaire des Scorpions, qui a commencé à mener une campagne de nettoyage ethnique en Bosnie. Je me cache avec 8 autres personnes et 20 minutes avant de commencer à vous dire ceci, nous avons entendu une forte explosion, suivie d'un bruit semblable à celui d'un tremblement de terre, accompagné du bruit des débris qui glissaient et du verre qui se brisait. Si je meurs, sachez que les ombres de Bedzin sont devenues les ombres de la Bosnie. Mais je n'étais pas l'une d'entre elles. Je n'ai pas bu l'eau. Je ne suis pas devenu un monstre.